Eh bien, bonjour et très heureuse de vous retrouver en cette matinée du 10 septembre du studio de la station régionale d'Oran. Eh bien, le Behia Wahran vous dit Sabah al-Khair. En cette matinée du 10 septembre du studio de la station régionale d'Oran, eh bien, le Behia Wahran vous dit Sabah al-Khair. Eh bien, au programme de cette belle matinée, nous aborderons l'examen du bac, une journée bien singulière pour les lycéennes et lycéens, mais parfois aussi pour les parents, quoi. Pas parfois, mais souvent. Et bien sûr, nous verrons ensemble comment supporter psychologiquement cet événement majeur qui marque la clôture du cursus secondaire. Et bien, nous aborderons également la prise en charge des personnes qui souffrent de troubles d'apprentissage. On verra ça avec notre invité. Et bien sûr, vous découvrirez comment une équipe de rugbyman, et bien des sportifs, bien dans leur corps, bien dans leur tête, et bien ils se sont intéressés et ils se sont Alors, ils se sont intéressés, ils ont fait un bon geste qu'est le don de sang. Alors, en médecine, nous parlerons aussi de la rétention d'eau, les causes, les symptômes, mais aussi le traitement, parce qu'il y a des traitements pour la rétention d'eau. Et bien sûr, nous découvrirons ensemble, alors deux jeunes, chacun dans son domaine. Alors, une qui va nous enchanter par sa virtuosité et aussi de sa dextérité au travers du magnifique instrument qu'est le qanoun, plus connu en Occident sous l'appellation de sitar. Et le jeune, bien sûr, qui va l'accompagner, c'est un créateur de contenu. On verra ensemble cette nouveauté avec lui. Et bien sûr, maintenant, sans plus tarder, voici en flashback une très belle chanson de L'Mazouzi. Voilà. Eh bien, souvenir, monsieur Mohamed Kamel. Vous avez vu les anciennes ruelles d'Oran? Bien sûr, ça fait plaisir de visiter Oran. C'est beau. C'est une très belle ville. C'est une ville accueillante. Ensorcelante.
en sociologie méditerranéenne. Exactement, Voilà. exactement. Bonjour, monsieur Mohamed Kamel. Bonjour, madame. Ça va? Alors, vous êtes président de la Fédération nationale des parents d'élèves et De la Wilaya d'Oran. de la Wilaya d'Oran, oui, bien sûr, et vice-président de la Commission de l'éducation et enseignement supérieur et la formation professionnelle. Monsieur Kamel, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux lycéens et aux lycéennes, Justement, bonjour aux parents d'élèves. surtout. Et Alors, nous avons avec nous justement notre chef monteuse, Soria Belfodel. Alors, elle, on dirait que c'est elle qui va passer le bac. Oui. Donc, qui souhaite une bonne réussite à sa fille Lilia. absolument, on lui souhaite vivement. Et à tous nos lycéens et lycéennes. Hein. Bien sûr, je souhaite une réussite à tous les lycéens et lycéennes. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Alors, quelle est la fonction, justement, et le rôle que joue la Fédération nationale des parents d'élèves, surtout le bureau d'Oran, mais aussi la Commission de l'éducation et l'enseignement La Fédération supérieur? des parents d'élèves, c'est un partenaire officiel et incontournable. Incontournable. On ne peut pas travailler sans Fédération des parents d'élèves. Ils sont association de parents d'élèves. Effectivement. Les parents d'élèves dans un établissement scolaire ou bien dans une wilaya, c'est très important. Ils peuvent aider un établissement scolaire, ils peuvent aider les Alors, élèves. dans quel sens, justement, vous êtes en train de me dire ils peuvent aider un établissement scolaire? Alors, dans quel sens ils peuvent aider cet établissement scolaire et notamment les élèves? Bien sûr, les élèves, par exemple, demander aux associations d'organiser des réunions avec les parents d'élèves pour sensibiliser leurs enfants. Effectivement. Parce qu'il y a des parents d'élèves qui sont les encourager aussi. Les encourager. Parce que l'apport, c'est un apport, il n'y a pas que l'apport pédagogique des professeurs, de l'encadrement, du lycée, il y a l'apport psychologique. Psychologique, qui est très important. C'est vrai qu'il y a des responsables d'orientation scolaire au niveau des établissements scolaires, au niveau de l'académie scolaire, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Moi, je trouve que l'apport psychologique, c'est la cellule familiale. Effectivement. C'est les parents d'élèves. C'est les parents. C'est la mère, surtout la mère. Ben oui. La mère, Ah ben oui. c'est très important. La mère, on va dire, c'est la base. C'est la base de la famille. Ah oui. C'est-à-dire la mère, les élèves, les enfants entendent bien la mère. Ils respectent bien la mère. Plus le père, c'est normal. C'est le soutien moral. C'est le parent de la famille. C'est le soutien moral. Voilà, c'est la personne sur qui on peut bien compter sûr, on peut aussi. compter beaucoup même. Beaucoup. Donc l'apport psychologique de la cellule familiale est très important. Très important. Il faut que les parents d'élèves aident leurs enfants. Il ne faut pas les décourager. Il faut être optimiste et non pas pessimiste. Ne pas entendre les rumeurs, ceci, cela, cela. Non, non, non. Tout va se passer très bien. Inch'Allah. Moi, je suis convaincu que tout va se passer très bien. Parce que le protocole, je parle du bac. Oui, bien sûr, le protocole sanitaire a été respecté au BEM, on l'a vu. Effectivement, ça s'est très bien déroulé d'ailleurs. On a fait une sortie avec M. Louali de la Wilaya d'Oran, avec M. le PAPV, M. le directeur de l'éducation et les autorités. C'est très bien passé. Et le bac, ainsi que le BEM, a été très bien préparé parce qu'il y avait des réunions, un enchaînement de réunions au niveau de la Wilaya. Constamment. Un enchaînement de réunions au niveau du ministère de l'Éducation, sous l'égide de M. le ministre de l'Éducation, tous les jours, pour préparer ces examens. Parce que les examens, cette année c'est spécial. Effectivement. Parce que c'est le Covid-19. Parce qu'on a vécu quand même une pandémie qui a duré pendant des mois et des mois, 7 mois. 7 mois à l'arrêt, c'est pas évident que les enfants puissent, on va dire, reprendre le dessus et reprendre les bancs des examens directement comme ça. C'est difficile. C'est pas facile, c'est difficile. Surtout avec le Covid-19. Parce que 6 mois sans cours, sans école, sans lycée, c'est pas facile. Le ministère a préparé minutieusement ces examens. C'est vraiment chapeau au ministère. Les directeurs de l'éducation n'ont pas pris de congé. Ils n'ont pas pris de congé. Ils sont attelés à préparer d'arrache-pied les examens. Alors la première étape, c'est les examens. Et la deuxième étape, c'est la rentrée scolaire. 2020, 2021. Parce que nous, on n'a pas encore terminé 2019-2020.
Parce qu'il y a les examens. Une fois que les examens se terminent, on entamera la rentrée scolaire 2020-2021. Alors, quel rôle a joué la fédération, justement, des parents d'élèves à la veille des examens du bac et du BEM? La fédération des parents d'élèves est toujours présente à travers les associations des parents d'élèves. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, en tant que fédération, nous avons dans chaque établissement scolaire une association de parents d'élèves agréée. Il y a un président, il y a un bureau qui travaille conjointement avec le directeur, et avec l'administration. Avec le directeur de l'éducation? Non, l'association des parents, c'est moi qui travaille avec le directeur. Justement. Mais voilà. L'association des parents d'élèves, au niveau de l'établissement, elle travaille avec les chefs d'établissement. Nous avons un président de parents d'élèves dans chaque établissement. Effectivement, on en a reçu un d'ailleurs. Nous avons des parents d'élèves au niveau de... Nous avons des délégués de parents d'élèves dans chaque commune. Nous avons des délégués de daïra, dans chaque daïra, 9 daïras. Et nous avons des délégués dans chaque circonscription administrative. Vous êtes bien constitués d'ailleurs. Ah oui, nous sommes organisés, nous sommes bien structurés. Et je reçois toutes les informations à la minute. Et je réagis. S'il y a un problème au niveau de la daïra, de la commune, je réagis. S'il y a un gros problème, je touche directement monsieur le directeur de l'éducation. S'il y a un gros problème qui le dépasse, je touche la Fédération nationale des parents d'élèves. Nous avons un bureau de Fédération nationale des parents d'élèves à Alger, qui intervient au niveau des ministres. Donc c'est automatique. Alors, et quel soutien avez-vous apporté justement à ces élèves qui s'apprêtent à rejoindre les bancs des examens? Surtout l'examen décisif de toute notre vie, c'est l'examen du bac. Le soutien est surtout psychologique. Et psychologique... Vous avez mis à la disposition des élèves, on va dire, des psychologues qui vont leur suivre, qui vont les accompagner le jour de l'examen? Oui, des psychologues. Ou alors avant? Des conseillers d'orientation, avant. Très bien. Mais même les parents d'élèves, nous avons des cadres. Ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, il y a des cadres, il y a des médecins, des chirurgiens, des professeurs, des psychologues. C'est très important maintenant. La fédération des parents d'élèves, c'est autre chose. Ce n'est plus comme avant. Elle a changé quand même. Elle a changé complètement. Parce qu'il y a des cadres qui ont des idées aux directeurs, aux professeurs, et qui aident l'établissement scolaire, qui aident même les élèves, même socialement. Alors vous m'aviez dit justement que vous êtes en relation directe, c'est vous qui êtes en relation directe avec le directeur de l'éducation de la wilaya d'Oran, on va dire. Alors quelles sont les recommandations et les conseils que vous avez donnés au directeur de l'éducation? Le directeur de l'éducation est toujours prêt à nous recevoir. On se voit fréquemment. On organise des réunions avec notre bureau, avec le conseil, avec les délégués. Et c'est eux qui posent les problèmes, parce que c'est le terrain qui parle. Effectivement. C'est le terrain, donc un bonhomme de Bilgir, ou bien de Hassib ibn Uqba, quand il pose ses problèmes, il pose les problèmes de Hassib ibn Uqba, directement. Et le directeur de l'éducation, avec ses collaborateurs, il trouve des solutions. Et des fois, il donne la réponse tout de suite. Puis si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc on sent qu'il y a une efficacité bien claire. Et les parents d'élèves sont contents. Voilà. Alors nous demandons que la création, beaucoup d'associations. Nous demandons aux parents d'élèves de créer des associations pour nous aider, pour poser les problèmes, pour aider nos enfants, pour aider les élèves. Poser des problèmes et trouver aussi des solutions. Bien sûr, c'est les solutions qui nous intéressent. Aider les élèves, aider l'établissement à trouver des solutions. C'est eux l'intermédiaire entre les autorités et l'établissement. C'est eux l'intermédiaire. Effectivement. Voilà, ils peuvent toucher le président de l'APC, ils peuvent toucher le chef d'AERA, ils peuvent toucher les autorités pour trouver les solutions de l'établissement scolaire. Alors, et quelles sont les recommandations des mesures barrières, justement, le jour de l'examen du bac? Le jour de l'examen du bac, tout est préparé. Tout est prêt. Tout est prêt. J'ai suivi ça avec M. le directeur de l'éducation, avec la wilaya. J'ai trouvé les recommandations de M. le Wali ont été appliquées au niveau des établissements scolaires, parce qu'il y a 68 centres de baccalauréat.
Très bien. 68. Ah, 68. 68 centres. Et la correction va se faire au niveau du lycée Lotfi et au niveau du lycée Allal Sidi Mohamed. C'est où le lycée Allal Sidi Mohamed? C'est au centre-ville. Au centre-ville, ah d'accord. Donc tout est, le document là fait coach. Très bien. Tout est prêt. Tout est prêt. Il y a toutes les recommandations. Et surtout, la santé des élèves avant tout. Effectivement. Parce que les et surtout leur état psychologique. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Surtout déjà, dès qu'on dit le bac, ça y est, déjà même nous, on a peur. On a peur de cet examen qui est décisif, qui est quand même, c'est un tremplin. C'est un tremplin de notre vie. Bien sûr, c'est très important. C'est la vie d'un élève. Effectivement. Et la vie d'un parent d'élève. Le parent d'élève. Surtout les parents, oui. Les parents, ils savent comme l'élève. Oui. Donc. Mais il ne faut pas stresser. Non, non, non. Il ne faut pas stresser. Non. La vie est belle, on va dire. Bien, de toutes les façons, c'est à votre portée. Ce sont des cours que vous avez suivis, notamment par Internet, parce que cette année, quand même, ça a été un petit peu difficile. Il y a eu la pandémie, il y a eu l'arrêt d'aller sur les bancs du lycée. Donc. Surtout a été préparé. Depuis le mois de mars, on a suivi la situation. Il y avait l'enseignement à distance. À distance. Avec la télévision, la radio, YouTube, l'Internet, tout est préparé. Justement, la télévision algérienne a joué un très grand rôle en mettant sur place des émissions, on va dire des émissions éducatives, des cours, des cours à la télévision qui passaient régulièrement pour le soutien et bien sûr pour un petit peu informer et donner des cours à travers la télévision à nos jeunes lycéennes et lycéens et même aussi toutes les classes confondues. Moi, je tiens à féliciter la télévision. Merci beaucoup. Voilà, je tiens à féliciter le rôle qu'elle a joué pendant la pandémie pour le soutien de nos élèves. C'est très important. Ils ont joué un très rôle. Malgré que ces cours à distance, c'est pas comme un cours dans la classe. Effectivement. C'est pas pareil. Comme l'élève est présent sur place. Mais malgré ça, on a paré au plus dangereux. Avec le courage, on a organisé les examens. Et nous sommes optimistes. Surtout quand le premier responsable de l'éducation nationale a promis aux élèves que les questions du baccalauréat et du BEM, c'est les questions des trimestres où vous avez lu. C'est-à-dire, il ne m'a pas posé une question qui est complètement à côté. Qui est à côté, non. Sur le programme où les élèves ont suivi pendant qu'ils étaient dans les classes. Donc c'est très important. Ils ne risquent pas d'avoir des surprises. Très bien. Donc c'est courageux. Surtout quand on a fait une tournée au niveau des centres des BEM, les élèves étaient très contents. Ils étaient sereins. Ils étaient sereins. Et sûrs d'eux aussi. Oui. Donc, merci beaucoup, Monsieur Mohamed Kamel. Voilà. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce moment, on va dire, éducatif, bien sûr, et d'encouragement pour nos lycéennes et lycéens. Donc, on leur souhaite bon courage. Bien sûr. Eh bien, je vous propose de suivre ce sujet signé Mohamed Selmi, qui s'est déplacé à Saïda afin de voir les mesures barrières et le soutien psychologique des jeunes lycéens et lycéennes. Une aide psychologique et pédagogique est attribuée aux candidats au bac afin d'aider les élèves dans la préparation de l'examen en leur donnant des astuces pour bien choisir leur sujet. اليوم رانا درنا بروتوكول صحي باش كيفاش تجريبي باش نفوتوا الباك ان شاء الله. الظروف فاتت في احسن الاحوال. كانت الاجراءات زعما مليحه، دخلنا وكاع فوتونا وزعما ريحنا نفسيا. كنا غادي من خاطر جايه في الامتحان ما غاديش خصنا نتقلق ولا حاجه، بس فتنا عليهم. اليوم اخترنا هذه الثانويه مؤذن بوزيان لاجراء امتحان تجريبي لتعميمها على جميع المؤسسات ان شاء الله، باش تكون يعني بروتوكول نموذج لجميع المترشحين تحضيرا للجانب النفسي والبسيكولوجي للمترشح من الدخول الى غايه ولوجه الى قاعه الامتحان. Durant les examens, les enseignants surveillants doivent être particulièrement bienveillants et rassurants à travers une brève rencontre qui vise à détendre positivement l'atmosphère afin d'éviter les crises d'angoisse.
الإجراءات الصحية تحترم من طرف الموظف الأستاذ الحارس والأعضاء الأمانة والتلميذ. خصص لكل مركز إجراء بكالوريا طبيب عام وطبيب نفسي يرافق المترشحين. Des mesures préventives ont été prises à travers un protocole sanitaire rigoureux élaboré pour préserver leur santé, ainsi que celle de tout le staff qui veille à garantir la réussite de cet important rendez-vous éducatif. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ce sujet et vous avez suivi justement le soutien psychologique des psychologues et bien sûr de tout un staff des lycéennes et lycéens qui vont rejoindre les bancs de l'examen à partir de dimanche, à qui on souhaite un bon courage à ces jeunes. Donc, et bien sûr, le soutien psychologique est très important. Alors, on reçoit en cette matinée Monsieur Mohamed Berrichi. Alors lui, il est psychologue, il vient donner un petit peu de courage à nos enfants. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, nous sommes à 3 jours à peine de l'examen décisif de notre vie. Alors, ce qui est très important, le bac, d'ailleurs, il n'y a pas un autre examen qui est plus important que le bac, d'ailleurs. Alors, quel soutien psychologique vous pouvez donner à ces enfants? Ok, d'accord, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, oui, déjà, la question sur... il reste simplement 3 jours pour le bac, c'est stressant un petit peu pour les écoliers et pour les étudiants. D'accord. Je dis toujours la pression sociale. Et la pression sociale sur la famille. Sociale sur la famille, ouais, c'est parler du bac. C'est tout le temps, c'est le sujet. Oui, c'est le sujet du bac qui est maintenant sur la société. Et là, va affecter la famille, et la famille va affecter automatiquement l'étudiant. L'étudiant, donc là, il est en train de... Je ne sais pas s'il est préparé ou n'est pas préparé. Donc là, préparé premièrement, quand on dit préparé psychologiquement ou bien mentalement. Ok, est-ce qu'il a été prêt ou bien préparé? Est-ce qu'il a révisé? Il a bien été durant l'année? Ok, est-ce qu'il a appris? Donc, il a appris ses leçons. Est-ce qu'il a bien étudié ses leçons? Très, très bien. Parce qu'il y a aussi la gestion du temps. Ah oui. La gestion du temps, attention, parce que et ça il faut été planifier. Très difficile hein, cette année. Ça a surtout été très cette année avec la pandémie, avec l'arrêt des cours, mais aussi il y a une opportunité qui a simplement 2 trimestres. Donc là, c'est une opportunité positive pour les étudiants qu'ils ont simplement 2 trimestres à réviser, très très bien à réviser, et pour passer cet examen, qui est un examen comme les autres. Bien sûr, on ne peut pas évaluer. Et là, je dis toujours aux parents, s'il vous plaît, il ne faut pas évaluer les capacités de vos enfants avec un examen de 5 jours. On ne peut pas les évaluer. Ok, on peut évaluer je sais pas, leur niveau. Ok, d'accord, mais on ne peut pas évaluer l'enfant en général. Des fois, on dit que tu es kda, tu es idiot, tu n'as pas fait, tu m'as trahi. Il y a beaucoup de choses qui vont détruire l'enfant. Ok, mais ce n'est qu'un examen. Il peut passer. Donc, il peut le passer maintenant, il peut le passer l'année prochaine. S'il n'est pas prêt, il peut passer à n'importe quel âge. Mais il ne faut pas perdre l'enfant. Il y a le côté stress. Ok, on parle du stress. C'est surtout, c'est un point très intéressant, très essentiel. Bien sûr, dans la destruction, de l'information. C'est ça. Et même des fois, on change le mode de vie. Ok, ils sont en train de changer le mode de vie. À l'approche des examens, ils commencent à changer le mode de vie. Donc, il faut veiller, il faut passer des nuits blanches, ça c'est fou. Il faut passer des nuits blanches pour bien apprendre. Là, c'est faux parce qu'on a des mécanismes à l'intérieur du cerveau. Et là, l'hippocampe, on a le cortex, on a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du cerveau, les neurotransmetteurs, pour au moins enregistrer et rappeler l'information au moment opportun. Donc, quand il y a une perturbation de sommeil, perturbation même de et oui, le stress entraîne justement des insomnies. Mais c'est tout à fait normal. Voilà. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Il y a le stress, il y a les insomnies. Les insomnies qui vont augmenter le stress et le stress qui va donner l'insomnie. Et là, les parents, des fois... Et même les insomnies, des fois, ils sont entraînés pas uniquement par le stress, c'est par
tellement qu'on est fatigué qu'on n'arrive pas à dormir le soir. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi on dit il faut changer le mode de vie. Il faut changer le mode de vie. C'est préparer psychologiquement. On revient à ce que vous avez dit. Mais bien sûr, psychologiquement, physiologiquement et spécialement la prise en charge familiale. La prise en charge familiale, elle est très très importante. Ça veut dire prise en charge familiale. Il faut laisser l'enfant travailler. Et ce dernier moment-là, il faut le laisser se déstresser, se reposer complètement. Jouer, fais ce que tu as envie de faire, reposer, vas-y, fais une balade, randonnée. Il faut oublier complètement ce moment-là, oublier complètement le stress de l'examen. Qu'avez-vous à dire aux parents, justement, pardon de vous avoir interrompu, qu'avez-vous à dire aux parents qui, à ce moment-là, à 3 jours de l'examen, ils poussent leurs enfants, suivent ces émissions culturelles, suivent les cours, il ne faut pas abandonner tes cours, il faut réviser. Ah, c'est maintenant, tu es là, tu es en train de regarder la télé. Exactement. Mais vas-y, qu'avez-vous à dire? Mais attention, c'est des phrases négatives. Voilà. C'est une programmation négative pour les étudiants. Donc maintenant, il faut simplement les positiver. Même, j'ai parlé de la pensée positive. Il faut laisser maintenant les enfants réagir et visualiser le jour de l'examen positivement. Que tu es prêt, que c'est bon, maintenant tu es prêt, tu peux passer cet examen avec excellence, tu peux avoir une note extraordinaire. Pourquoi le stress? Ça, c'est la peur. La peur de décevoir. Exactement. C'est la peur de décevoir les parents et la famille. Très bien. Décevoir les parents et la famille et même des fois la vision sociale. Même la vision sociale, des fois, dans ce stress-là, que la personne n'a pas eu son bac, il a échoué, il nous a trahi, ce mot-là. Et des fois, devant l'enfant, il y a peut-être un membre de la famille qui dit « Non, hada ma yaqrash ». Exactement. Et c'est avant l'examen que ça vient, que ça arrive. Mais je dis toujours qu'il ne faut pas toujours critiquer. Il faut critiquer le comportement. Il ne faut pas critiquer la personne en elle-même. La personne en elle-même, c'est une personne créée par le bon Dieu. Il y a l'âme, il y a beaucoup de choses qui ont construit cette personne-là. Donc, critiquer le comportement. Possible que le comportement n'était pas vraiment adéquat à cette situation-là, mais changer ce comportement en changeant toujours les idées qui vont changer le sentiment et le sentiment qui va changer le comportement. OK. Donc là, le stress, les parents, le sommeil. J'insiste sur le sommeil. Ah oui. À tout le monde qui sont en train de me voir là, c'est le sommeil est très très important. Parce qu'il y a la désintoxication du corps et du cerveau. Quand on dort bien, il y a une désintoxication du cerveau. Donc notre cerveau, dans la création du bon Dieu, il va être désintoxiqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une hormone là qui est en train de, surtout, l'amyloïde, ça c'est une hormone qui se désintoxique. Il est toxique pour le cerveau. Toxique pour Quand on ne dort pas, ton cerveau est toxique, donc tu ne peux pas gérer les informations et tu ne peux pas appeler l'information au moment opportun. Pourquoi? On peut ajouter autre chose, l'hippocampe. L'hippocampe et le cortex. L'hippocampe, on dit que c'est la maison de la mémoire. Quand on est en train d'apprendre, ou bien on est en train de taper un message, ou bien une thèse, ou bien... Cette mémoire est saturée à un certain moment. Non, on est en train de taper, Imen. On est en train de taper, je sais pas, la lumière s'en va, part. On n'a pas sauvegardé l'information. C'est le même cas quand on ne dort pas. On est en train d'apprendre, il faut dormir. Pour pouvoir réinstaller ce qu'on a. Très bien. Donc, stabiliser et installer l'information, restaurer les informations dans la mémoire. Donc, une fois que l'information est restaurée dans la mémoire, donc à n'importe quel moment, elle peut, donc en dormant, l'information de l'hippocampe, elle part directement au cortex et on peut l'utiliser à n'importe quel moment qu'on veut l'utiliser. C'est très très important. Les nuits blanches, non. Il y a aussi un problème là, manger tard. Manger tard quand on parle. Oui. Alors, là c'est un point justement qui est très essentiel que vous avez soulevé. Il y a des parents qui, franchement, en principe, il faudrait manger vers 19h, 20h. On va dire, d'accord, 20h, parce qu'on n'est pas habitué à manger très tard, très tôt, oui. Donc, mais il y a des parents qui vont jusqu'à 22h, jusqu'à 23h, c'est pas possible. Mais il y a une perturbation, de l'heure biologique, de l'être humain. Donc là, on mange tôt et on dort tôt.
Parce que là, Mongeto, ça veut dire que tu donnes le temps de ton corps de désintoxiquer, parce que tout le corps, tous les organes se désintoxent. Il y a le cerveau ne peut pas faire de travaux en même temps. Parce qu'il y a la désintoxication du corps, la digestion, et la désintoxication du cerveau des déchets, on l'appelle des déchets. Donc là, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc il faut manger tôt. Manger tôt. Et là, un conseil pour les parents, s'il vous plaît. Ne donnez pas le dernier conseil. Oui, un déjeuner. Un déjeuner, par exemple, on s'est habitué à prendre un déjeuner avant le bac. Pourquoi donner un nouveau déjeuner au jour du bac? Possible que ce déjeuner-là va causer un problème physique. Effectivement, donc faites très attention, parce que là, c'est des choses simples, mais ils sont vraiment... C'est vrai, parce que quand on change d'alimentation, donc le métabolisme change systématiquement. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, ce fut un plaisir. Alors, la rétention d'eau, vous connaissez? Oui. C'est une pathologie qui est très fréquente chez certaines personnes. Oui, bien sûr. Et ça peut nous arriver, ça peut arriver à tout le monde. C'est tout à fait normal. Les causes, les symptômes et le traitement. On va les voir dans un petit moment avec le professeur Zerdoumi. Mais avant cela, on vous propose ce sujet concernant la rétention d'eau et on se retrouve juste après. Une accumulation d'eau peut être provoquée par diverses pathologies, mais peut aussi être due à un manque d'activité physique. On parle de rétention d'eau ou œdème, qui sont dus à un mauvais fonctionnement de l'organisme, en général une insuffisance veineuse ou ralentissement de la circulation, qui engendre une accumulation du liquide qui va migrer dans les tissus et créer un gonflement au niveau des pieds et chevilles, les parties les plus touchées par la rétention d'eau. Il faut savoir que notre corps est constitué à 65% d'eau. Cette eau circule en permanence dans le sang avant d'être évacuée par les reins. Ces derniers ont pour rôle de maintenir l'équilibre entre l'eau que nous consommons et l'eau que nous éliminons par les urines, la transpiration et les selles. La rétention d'eau touche majoritairement les femmes, dont certaines hormones féminines auraient la propriété d'accentuer les troubles de la circulation veineuse responsables de l'œdème. Quelle que soit l'origine de votre rétention d'eau, il est important de ne pas rester statique trop longtemps. En journée, n'hésitez pas à faire quelques pas. La nuit, pensez à surélever vos jambes afin d'activer la circulation du sang. La rétention d'eau. Eh bien oui, alors nous avons avec nous professeur Zerdoumi Faiza. Alors vous êtes chef de service néphrologie à l'EHU d'Oran. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, il n'y a pas des personnes autour de vous. Oui. Il n'y a que les caméramans, il y a moi, il y a la régie. Donc il n'y a personne. Hein. D'accord. Ça va, il n'y a que nous deux. Hein. Okay. Très bien. Alors quand on parle de rétention d'eau, alors c'est quoi cette rétention d'eau ? Alors, la rétention d'eau, c'est l'existence d'un enflement. Alors, sur le plan morphométrique, quand on voit le corps, on a l'habitude de voir notre corps et puis un jour, on voit qu'il y a quelque chose qui est anormal. Qui a changé. Qui a changé. Donc, ça peut toucher, par exemple, de façon asymétrique un membre, comme ça peut toucher deux membres. Ça peut être localisé au niveau des pieds. Généralement, c'est déclive. Et ça peut être parfois généralisé. Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas parler d'une rétention d'eau quand elle est localisée, quand il s'agit des œdèmes. C'est ce qu'on parle communément en termes médicaux, les œdèmes. Quand c'est localisé inflammatoire, ça peut être dû à quelque chose de particulier. Là, la rétention d'eau, il faut en parler dans un contexte général habituel où, par exemple, certaines personnes peuvent développer cette rétention d'eau sans que ça soit pathologique. Donc, généralement, les gens sous-estiment
sous-estiment la gravité de la rétention d'eau. Ils peuvent avoir cette rétention d'eau qui disparaît, qui réapparaît. Avec le temps? Avec le temps, mais ils ne réalisent pas la nécessité d'explorer. Justement. Voilà. Justement, j'allais vous demander. Alors, il y a des personnes qui ont des pieds très enflés, on va dire, voire les jambes très enflées, mais ils ne prennent pas en considération de la gravité de cette situation. Ça peut être grave et ça peut être moins grave aussi. Donc, des fois, on se dit, tiens, c'est parce qu'on a mangé trop, le mec là, elle est trop salée. On a dû manger trop salé, on a pris beaucoup d'eau. Pour une raison X et Y, peut-être parce qu'on est resté trop longtemps assis, donc on prend à la légère cette situation. Or que ça peut cacher une pathologie très grave, parce que l'origine de cette rétention d'eau. Alors, chez la femme, la rétention d'eau est habituelle. Pratiquement parce qu'il y a les modifications hormonales, la femme ménopausée au cours de la grossesse, sauf quand c'est associé dans un contexte particulier, 3e trimestre, on peut avoir une toxémie gravidique, donc là il faut faire très attention, mais en général c'est des grossesses qui doivent être suivies. Donc il y a une prise de poids qui est pratiquement physiologique, qui peut aller de 8 kg jusqu'à plus de 10 kg pendant la grossesse. Et la rétention d'eau, quand elle est dans une phase prémenstruelle, on parle d'un œdème cyclique physiologique. Mais quand elle est dans un contexte particulier, par exemple, c'est une rétention qui devient permanente, qui est gênante, à ce moment-là, il faut explorer. Il ne faut pas laisser les choses... Et la première des manifestations, c'est de prendre son poids, de connaître son poids. Or, nos patients ne connaissent pas le poids initial. Ils ne se pèsent jamais. Donc, il faut connaître le poids pour savoir, parce que quand il y a une prise de poids de 3 kg en moins de 24 heures, là, il faut s'inquiéter et il faut explorer. Parce que là, ça devient un peu... Alors, quelles sont les causes de la rétention d'eau? Alors, avant de parler de ça, je voudrais vous parler du rein. Le rein, c'est un petit haricot qui fait 150 grammes. Mais qui fait beaucoup de dégâts. C'est un organe très noble qui filtre, qui peut aller jusqu'à 180 litres par jour et qui a une exclusivité que les autres organes n'ont pas. C'est de faire la régulation de l'eau et du sodium. Effectivement. Alors quand, par exemple, une personne elle est en restriction hydrique, par exemple le jeûne, il y a donc une possibilité de contrôler à niveau de 500 cc par 24 heures. Et on peut aller jusqu'à 18 litres pour certaines situations pathologiques, par exemple le potomane, qui a une adaptation du rein qui peut s'adapter à des niveaux minimales à maximal d'eau. Ce petit organe de 150 grammes. De 150 grammes. Il peut faire des dégâts monumentaux. Simplement, quand il n'arrive plus à faire l'équilibre, parce qu'il doit y avoir un bilan qui doit être nul. C'est-à-dire, les apports d'eau doivent être égaux aux sorties. Et quand il y a un déséquilibre dans ce sens-là, c'est le rein qui est touché. Généralement, le rein agit pour assurer un équilibre, une homéostasie du milieu intérieur, parce que l'eau est essentielle à la vie, en sachant que l'être humain est fait d'eau, pratiquement 80% d'eau, et cette eau agit à tous les niveaux du métabolisme humain. Et donc, c'est très important. Et quand il y a cette rétention d'eau, c'est que soit c'est dans un cadre particulier physiologique, mais le plus souvent, il faut rechercher une cause. Une cause, justement. Ça peut être la cause d'une déficience, on va dire, d'un organe. D'un des organes. Ça peut être cardiaque, ça peut être néphrologique, ça peut être... Il y a plusieurs causes. Oui. Alors, et comment, justement, éliminer la rétention d'eau? Alors pour la rétention d'eau, pour l'élimination, il faut d'abord rechercher la cause. Et quand on a donc individualisé la cause, on traite en fonction de la cause, parce que ça dépend. S'il y a par exemple un syndrome de Cushing, qui est assez rare,
L'hypercorticisme, il faut traiter. Oui. Si par exemple vous avez un cœur pulmonaire chronique, il faut traiter. Si vous avez une insuffisance cardiaque, il faut traiter. S'il y a un syndrome néphrotique, il faut traiter. Donc ça, c'est des causes médicales. Mais en dehors des causes médicales, dans un premier temps, si on ne veut pas s'inquiéter sur une cause organique, on va d'abord commencer à réduire la consommation de sel. Demi-sel ou carrément on enlève le sel? Non, il ne faut pas enlever totalement le sel, mais il faut savoir que le sel existe dans tous les aliments. Même quand vous faites une restriction totale de sel, vous avez un apport minimal de 5 grammes à 6 grammes. Et l'aliment qui est le plus riche en sel, c'est le pain. Ah bah oui. Donc, comme nous sommes de grands consommateurs de pain, il faut faire très attention et ça fait partie des conduites à tenir quand nous voulons réduire le sel. On leur demande de réduire la consommation de pain. D'accord. Alors, quels sont les facteurs de risque, justement, de la rétention d'eau? Bon, alors, dans un cadre habituel, si c'est physiologique, il n'y a pas de risque. Parce que c'est les mesures d'hygiène habituelles. Il faut marcher, il faut avoir une bonne hydratation. Et quand il y a des mesures particulières sur le plan physiologique. Mais quand c'est pathologique, oui. À ce moment-là, il faut faire attention. Bon, il y a des mesures que le médecin va utiliser, notamment l'utilisation des diurétiques pour réduire cette rétention d'eau. Effectivement. Et les diurétiques, bien sûr, il ne faut pas les prendre de façon... tort et à travers. Oui, il faut que ça soit sous contrôle médical. Alors vous, en tant que spécialiste, justement, vous êtes néphrologue, vous êtes professeur en néphrologie. Oui. Alors qu'avez-vous à conseiller les personnes du 3e âge qui ne veulent pas ni marcher, ni faire d'efforts afin d'éliminer cette rétention d'eau? Alors déjà, quand on est à un certain âge, il y a un vieillissement des organes. Effectivement. Donc il y a déjà le vieillissement du rein. Donc le rein ne fonctionne pas tout à fait normalement. Donc déjà, on peut dire, mais ce n'est pas pathologique, c'est un vieillissement qui va avec les vaisseaux. Avec les vaisseaux. Donc vous avez un processus d'athérosclérose qui est tout à fait physiologique, c'est un vieillissement physiologique. Et vous avez donc le rein qui fonctionne peut-être à 50%, 60%. Donc la problématique du sujet âgé, c'est qu'il ne boit pas suffisamment. Effectivement. Parce que la sensation de la soif, elle n'est pas ressentie avec l'âge, elle diminue. Et donc, on leur demande de boire en fonction de la quantité qu'ils éliminent. Maintenant, s'il y a une rétention, on peut être amené, dans certaines situations, à utiliser les diurétiques, bien qu'à cet âge-là, les diurétiques, il faut savoir les utiliser. Surtout si le patient il a une cardiopathie. Donc on cardiopathie, voilà. Hypertension artérielle, diabétique, le diabète aussi peut entraîner. Donc on demande déjà dans les mesures hygiéno-diététiques de fractionner le repas. C'est très important pour éviter donc... Sur combien de fois par jour? Le fractionnement se fait, en général, il y a 2 repas importants, c'est midi et soir. Et puis, il y a les encas, c'est ce qu'on appelle les encas à 10h et à 16h. Et donc, ça, c'est important pour le patient. Pour éviter, pour les insulinodépendants ou alors pour le pour diabète? Les diabétiques en général, oui. C'est très important. Et puis même, ça fait partie indirectement du traitement du surpoids, parce que nous avons un gros problème avec les diabétiques. Les diabétiques en dehors du diabète, le surpoids, l'obésité, actuellement est un problème. Il y a un problème sur le plan nutritionnel qui doit être pris en compte. Et on peut avoir éventuellement une rétention d'eau à cause de ça. Très bien. Alors, une toute dernière question. Alors, à qui peut-on s'adresser quand on a une rétention d'eau? Alors, il y a des personnes qui ont des rétentions d'eau qui ne savent pas à qui s'adresser. Ils se disent, on peut y aller chez un médecin généraliste ou alors chez un cardiologue. Ça dépend de qui. Donc, la pierre angulaire, c'est la médecine générale. C'est le médecin généraliste. C'est lui qui oriente. C'est lui qui va pouvoir faire l'exploration et orienter vers la spécialité qui convient.
Donc, il va essayer de voir la prise de poids, la tension, les bilans de débrayage, les premiers bilans qu'il faudra faire. Et souvent, le diagnostic est fait à ce stade-là. Et ensuite, l'orientation se fera vers une spécialité, soit l'endocrino, soit nutritionniste, soit le néphrologue, soit le cardiologue. Ça dépend. Alors, un dernier conseil de vous, aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Alors, on va dire, même si ce ne sont pas des diabétiques ni hypertendus, alors toute personne est sujette justement à cette rétention d'eau. Alors, pour la rétention d'eau, quand elle est éphémère, 1 ou 2 fois par hasard, il ne faut pas s'inquiéter. Mais quand elle devient permanente et gênante, il faut explorer. C'est ce qu'il faut savoir. Très bien. Merci beaucoup, professeur Zerdoumi. Ce fut un plaisir. Mais attendez, pourquoi vous êtes pressé de partir? Très bien. Alors, on vous suggère un sujet fait par notre journaliste Omar Khaldi, alors sur la prise en charge des enfants, des personnes en difficulté d'apprentissage. On se retrouve juste après. Le retour à l'école des jeunes patients qui souffrent de traumatismes mentaux dans différents types d'établissements qui accueillent ces enfants, qui sont une catégorie particulière, enfants, adolescents et jeunes adultes qui présentent particulièrement des troubles de la conduite et du comportement malgré des capacités intellectuelles normales ou quasi normales. Ces jeunes nécessitent une prise en charge globale à la fois éducative, pédagogique et thérapeutique. C'est un institut pluridisciplinaire. On prend en charge ici les enfants en difficulté tels que les autistes, les trisomiques 21 et les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. En parallèle aussi, on prend en charge, il y a une prise en charge psychologique pour les adultes, les enfants aussi, les adolescents et aussi on fait des thérapies de couple. Donc pour gérer les crises de panique des enfants, on dispose d'une salle sensorielle qui n'a pas de mur, pas de meubles, elle est neutre. Il n'y a qu'un seul tapis. Donc on met l'enfant sur le tapis, qu'il soit assis ou debout, on se met au même niveau que l'enfant pour lui parler justement calmement. Il faut qu'on lui parle calmement, doucement, pour qu'il se calme. Il faut se concentrer aussi sur la respiration de l'enfant parce que c'est ce qui va lui permettre de se calmer. Les écoles spécialisées prennent des formes diverses et accompagnent les patients en difficulté. Constituées d'équipes pluridisciplinaires, les actions visent à apporter un soutien aux déficients dans leur scolarité ou en milieu familial. Pour les patients adultes, on reçoit généralement des patients post-AVC. Ces patients-là présentent des aphasies, plusieurs types d'aphasies qu'on rééduque. Ils ont aussi des troubles apparentés comme les troubles de mémoire, les dysarthries, etc. On reçoit aussi pour les adultes les prises en charge des paralysies faciales auxquelles on fait des massages et des exercices spécifiques. Eh bien voilà, ça va? Très bien. Vous allez bien? Ça va. Alors, vous êtes, Ibtissam Dahan, vous êtes psychothérapeute et prise en charge de personnes qui souffrent de troubles d'apprentissage. Alors, quand on dit des personnes qui souffrent de troubles d'apprentissage, que voulez-vous dire par là? En fait, on a cinq genres de troubles d'apprentissage. Oui. On a les dyslexies, les dysorthographies, les dysphasies, dyscalculies, et on a aussi les troubles attentionnels, les troubles intibah. Donc ces enfants-là présentent généralement des retards scolaires ou aussi dans le plan psychologique où ils ont les deux extrémités, où on les trouve trop sociables ou trop retirés. Donc il y a pas on ne trouve pas d'équilibre social ou psychologique avec eux. Dire pas seulement du côté neurologique, mais aussi du côté psychologique. Alors vous comptez beaucoup sur la méthode Montessori. Oui. Alors, la pédagogie Montessori. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette méthode? En fait, la pédagogie Montessori. On n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, on l'utilise pas beaucoup en Algérie.
Au contraire, on commence à bien l'intégrer, surtout à Alger plus courant, mais on commence à l'intégrer parce que quand même elle a été approuvée par les neurosciences. Donc dans le monde entier, il existe des écoles Montessori. C'est ce qu'on essaye de faire au niveau de notre institut. On essaye de créer un petit groupe d'enfants pour leur enseigner justement la pédagogie Montessori, parce que c'est une pédagogie qui insiste sur le sensoriel et les kinésesthésiques. Donc c'est-à-dire c'est quand même l'enfant apprend en touchant, en découvrant. C'est pour ça qu'on fait de la cuisine, du jardinage, on leur présente le matériel. Ah, vous faites de la cuisine? Oui, on fait des ateliers de cuisine. Des ateliers de cuisine, de jardinage. C'est bien, c'est bien. D'art-thérapie aussi, parce que nous avons une art-thérapeute aussi qui fait partie de notre groupe. Donc on fait tout ça pour que l'enfant soit plus à l'aise dans son environnement. Il touche, parce que dans la pédagogie Montessori, c'est l'autocorrection. On n'a pas le droit de corriger l'enfant, mais il se corrige tout seul. Donc il apprend, il a plus confiance en lui, il est plus structuré. Donc c'est quand même quelque chose qu'on ne trouve pas souvent, parce que chez nous, dans les écoles, c'est toujours structuré. C'est l'éducateur qui donne et l'enfant reçoit. Alors que dans la pédagogie Montessori, on donne quand même la chance à l'enfant de donner aussi. De donner lui-même. Oui. De donner par lui-même, on va dire. Par lui-même, il s'autocorrecte. Alors, elle est comment, cette méthode? En fait, elle est très douce, très zen, très relaxante. Donc, comme je vous ai dit, c'est du sensoriel. On touche tout avant d'apprendre. Vraiment, c'est le toucher. Il y a 5 R dans le Montessori. Il y a le sensoriel, les mathématiques, on a le langage oral, le langage écrit, et nous avons aussi la culture générale. La culture générale, c'est-à-dire on trouve la géographie et les sciences. Alors, on dit que c'est une méthode juste d'observation. Oui. Alors, l'observation et le toucher surtout. Parce qu'il observe et il touche tout ce qui est autour de lui. Comme ça, il apprend. Il n'apprend pas juste comme ça, avec l'imaginaire. Mais non, parce que nous sommes nés avec nos 5 sens. Oui. Donc la pédagogie Montessori revient à l'inné, revient aux 5 sens. Le toucher, la vue, l'audition, tout ce qu'on ressent aussi, parce qu'on a des petites... dans les outils de la pédagogie, il y a du sang, il y a des petites bouteilles de sang, les bouteilles pour l'odorat. Donc tout ça, ça revient aux 5 sens. Et nous, on est avec nos 5 sens. C'est quelque chose d'inné. D'inné. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que l'enfant est plus encadré, il est plus structuré. Et en même temps, la pédagogie Montessori est tellement zen, relaxante. Donc l'enfant apprend vraiment, dès son jeune âge, à avoir plus confiance en lui. Il est plus social. Alors pourquoi avoir choisi justement cette méthode? Alors en fait, avec les enfants en difficulté, alors que ce soit en difficulté, c'est-à-dire avec des troubles neurodéveloppementaux ou des troubles d'apprentissage, la pédagogie qu'on utilise dans les écoles ordinaires, on va dire, n'est pas adaptée à cet enfant. Il a besoin qu'on répète, il a besoin qu'on lui accorde plus de temps, plus d'attention. Et cette pédagogie-là, étant donné vraiment qu'elle est vraiment approuvée par les neurosciences, donc lui laisse la possibilité d'apprendre. Effectivement. Apprendre, mais par son propre rythme. Pas au rythme des autres enfants, par son propre rythme à lui. D'accord. Et nous, c'est-à-dire notre but principal, c'est qu'il apprenne. Alors, mais est-ce que vous, en tant que psychothérapeute, vous appliquez cette méthode sur tous on va dire, les cas que vous recevez? Oui. Parce que, en fait, avec les enfants, quand on leur laisse la chance d'être plus libre, de toucher, parce que vraiment la pédagogie Montessori, elle accorde une certaine liberté à l'enfant, mais structurée. C'est-à-dire qu'il n'est pas libre à 100%, mais il est libre et structuré. Donc, il apprend à faire plus confiance. Donc, il me fait confiance et c'est quand on a indiqué la confiance mutuelle que vraiment, la prise en charge commence réellement. Parce que là, c'est bon, il va me suivre ce que je vais lui donner. Et ensuite, moi, le principal, c'est surtout, comme je vous ai dit, c'est l'intégration sociale et scolaire. Comme ça, il peut intégrer après une école ordinaire. Il peut être... intégré avec ses enfants, avec les enfants, avec ses pairs. Et vous avez des enfants à partir de quel âge? À partir de 18 mois. Ah, tout petit? Oui, à partir de 18 mois. Parce que quand même, il y a les signes, par exemple, dans l'autisme, il y a des signes qui apparaissent à partir de l'âge de 6 mois. Alors, et comment peut-on détecter justement l'autisme? Parce que des fois, on se dit, non, c'est un trait de caractère. L'enfant est retiré, il est calme. Donc, on ne s'inquiète pas. Oui. Alors, comment vous pouvez détecter cette pathologie qui est quand même complexe? Oui. Alors, à partir de l'âge de 6 mois, il y a l'enfant qui ne gazouille pas,
son prénom n'attire pas, il ne fixe pas du regard. Ensuite, à partir de l'âge de 12 mois, il a des petites stéréotypies. Il aime bien arranger ses jouets, par exemple. Il aime bien faire tourner les choses. Des fois, il est hyperactif. Donc, il ne tourne pas quand on l'appelle. Tout ça, c'est-à-dire ne fait pas que l'enfant est retiré. Il vaut mieux parce que plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est et plus on obtient plus de résultats aussi. Donc aussi, comme je vous ai dit, il n'y a pas de langage, il ne montre pas du doigt. Tout ça montre que l'enfant a quelque chose, a une particularité. Donc si on voit tout ça et qu'on va consulter et que ça y est, on commence la prise en charge, c'est-à-dire à 4 ans, 5 ans, il peut intégrer le préscolaire avec ses pairs. C'est mieux que de commencer la prise en charge à 5 ans et de le mettre dans un institut spécialisé. Oui. Effectivement. Alors vous recevez même des adultes? Oui, les adultes, en fait, parce qu'ils, souvent avec le travail, la charge émotionnelle, etc., ils font des crises de panique, ils angoissent, ils passent par des périodes d'épisodes dépressifs. Et aussi les couples, parce que des fois... Justement, j'allais arriver à la prise en charge. Vous faites aussi des thérapies de couple? Oui, parce que les couples, quelquefois, avec ou sans enfants, ils aimeraient bien essayer d'arranger les choses avec une personne neutre. Parce que le psychologue, il est neutre, il ne va pas prendre une partie. Pas comme si on va aller voir la famille de l'épouse ou la famille de l'époux, parce qu'on va prendre une partie. Ça, c'est certain. Chacun va défendre son... Le psychologue, il est neutre, il ne va pas prendre de partie. Donc, avant d'arriver au divorce, parce que ça, c'est la limite, c'est la solution extrême. Oui, ils essayent d'arranger leur couple. Et généralement, en général, à 80%, ça marche. Parce que généralement, il y a juste un manque de communication entre le couple. Donc, arranger les choses, au moins, on va vraiment éviter d'aller à la solution extrême et aussi leur apprendre à mieux communiquer. Chacun va apprendre à se mettre à la place de l'autre. Et enfin, ces derniers temps, on reçoit vraiment plus de couples et ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir quand ils sortent vraiment souriants. Oui, et comme aussi essayer de ne pas arriver vraiment à la solution extrême, parce que surtout quand il y a des enfants en jeu, c'est tout leur vie qui va vraiment changer. Oui. Alors, et quelles sont les pathologies que vous recevez dans votre institut? Pour les adultes ou pour les adultes? Pour les adultes, oui. Alors, généralement, des fois, on reçoit des adultes avec des troubles psychotiques, c'est-à-dire des bipolaires ou avec une schizophrénie, mais bien sûr, ils sont avec une thérapie médicamenteuse. Mais en parallèle, parce que la thérapie médicamenteuse, c'est-à-dire elle va régulariser la chimie de leur cerveau, et nous, en tant que psychologues, on va les structurer, essayer de les intégrer socialement. Mais à part ça aussi, c'est plus des adultes avec des troubles d'angoisse ou des épisodes dépressifs, on va dire, modérés, pas majeur, mais modéré. Et il faut une prise en charge de combien de temps pour ces personnes justement bipolaires ou alors ceux qui souffrent de la schizophrénie? J'y arrive. Donc. Alors pour les personnes psychotiques, il faudra qu'ils soient suivis toute leur vie, mais pas régulièrement. Moi, il faut toujours il faut à chaque fois aller faire une consultation pour voir comment est-ce qu'ils évoluent, etc. Mais pour les autres adultes, généralement on fait une thérapie entre 1 mois et 6 mois. Ah d'accord. Oui, ça va, normalement. Alors le premier mois, on les reçoit 1 fois par semaine ou 2 fois, ça dépend de la gravité de leur cas. Ensuite, on fait des fenêtres thérapeutiques, on espace 1 fois par quinzaine, 1 fois par mois. Cela dépend de la pathologie en fait. Et actuellement, vous avez combien d'enfants? C'est la toute dernière question. Oui, alors on a plusieurs classes en fait, mais chaque classe contient 6 enfants en maximum. Parce que comme ça, ils pourront être encadrés avec leur pédagogue ou avec leur psychologue. Et sinon, les ateliers aussi ne dépassent pas 8 enfants. Mais avec les ateliers, on a 2 à 3 spécialistes. Aussi pour que l'enfant se sente bien structuré. Et vous commencez à quelle heure le matin? À 8h. 8h et vous finissez? Alors on finit, ça dépend. Alors moi personnellement, je finis des fois jusqu'à 20h parce que je reçois les adultes qui travaillent donc après les heures de travail. Mais les enfants, généralement, ils les prennent à partir de 16h30, 17h. Enfin, ça dépend du parent. Eh bien, on vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et bonne continuité. Merci beaucoup. Très bien. Alors, vous connaissez le rugby? Le rugby.
Je le connais sur la télévision. Moi aussi, hein, je le connais aussi à la télévision. Justement, eh bien, on vous propose de suivre avec nous justement ce sujet sur le don de sang initié par l'association Toro Rugby Oran. C'est à l'EHS Émir Abdelkader d'Oran qu'une campagne de collecte de sang a été organisée par le club sportif amateur Toro Rugby Oran en coordination avec plusieurs associations caritatives au profit des enfants atteints de cancer. قمنا اليوم بهذه المبادرة الخيرية ننقلوا في الدم إن شاء الله هنا في مستشفى الحاسي لأمراض السرطان تاع الأطفال وكما نعرفوا باللي راهم في أمس حاجة للدم راهم في امس حاجه للدم واليوم كانت هنا شعم من جمعيه تاع وهران ربي يجازيهم بالخير ان شاء الله ونوصلوا نداء لكاع الجمعيات كسواء تكون جمعيه ثقافيه جمعيه خيريه جمعيه رياضيه ان شاء الله يديروا مبادرات كيما هادو لاخاطش عندهم هنا مونك كبير 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 وليكن في علم كاع الناس ماشي غير مدينه وهران امام المدن المجاوره مدينه مسغالي مدينه لاخاطش هذا السبيطار تاع الاطفال السرطان يضم كاع من غيديزان من وادرهي وحتى الصحراء ماذا بينا لو كان هذه المبادره تعم تكون ما في الولايات الاخرى. يعني نتمنوا هذه المبادره اللي جات من الرابطه الولائيه ويعني كان فيها عدد معتبر من الابطال اللي جاوا مدوا تبرعوا بالدم ونشكر المؤسسه الاستشفائيه الحاسي لمرضى السرطان على المجهود اللي وفرته لجميع المتبرعين. Cette initiative organisée en collaboration de la direction de l'établissement hospitalier a permis la collecte de plaquettes de sang et que l'objectif de cette action est principalement la sensibilisation vu la baisse des dons de sang en période de la pandémie du coronavirus Covid-19. رانا في واجب على الأطفال المصابين بداء السرطان واليوم رانا كل الجمعيات وهران هنا نشكر رابطة الرugby وهران على الواجب هذا اللي لازم نقوموا به كي شغل التبرع بالدم والصفائح للمرضى السرطان الحاسي. À noter que le problème de la pénurie de sang se pose de plus en plus dans les différents hôpitaux à Oran, avec la réticence des citoyens à donner leur sang en cette période de pandémie. Mais devant une telle situation, les directions des hôpitaux en coordination avec le mouvement associatif multiplient les actions de sensibilisation. Eh bien, le club Toro Rugby, voilà, j'ai la balle des rugbyman. Eh oui, je suis chanceuse, hein. Bonjour, monsieur Taleb Sofiane. Vous êtes président et membre fondateur du club de rugby Toro Rugby Oran, c'est ça? Toro Rugby Oran. Très bien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour à tous les spectateurs qui nous regardent maintenant. Très bien. Alors parlez-nous un petit peu de cette action caritative que vous avez entrepris justement à l'EHS l'Émir Abdelkader, c'est le centre des enfants cancéreux. Oui, c'est pas la première fois qu'on a fait ça. Ça veut dire déjà avant on a fait des actions comme ça. Ça veut dire au moment du corona الناس ولاو عندهم عزوف ولا يهربوا ما يبغوش يخافوا من المرض اللي يحسن يعاونهم. ما يقولوش يروحوا يقلعوا يخاف من المرض اللي يحسن يعاونه. الوغ les banques de sang كاع تاع الجيري ماشي غير تاع الحاسي ونوبلي با ليتابليسمون الحاسي تاع لي كونسيرو ça veut dire c'est régional. Oui. C'est régional. Donc ما يحتاجوش لو سونغ نورمال ça veut dire يحتاجوا لي بلاكيت. Les plaquettes, les culots, etc. Voilà. Ça veut dire حنايا كيما نقولوا جات ليدي باش نروحوا نقلعوا لي باك. En même temps كيما نقولوا on civilise les gens باللي ما كان والو باش يروحوا يقلعوا كاين دي جون يستحقوا هذاك يستحقوا باش الناس كيما يقولوا تعيش كيما نقولوا باسكو قادر هي مكتوب الله عز وجل بصح في هذاك المومون الانسان ما يروحش يقلع الدم ولا ما يمشي لي بلاكيت يقدر يموت هذاك الغريان وعنده راه عاده كيما نقولوا حنايا عاده صغير يحتاج لافي هذه ليدي اللي روحنا باش نقلعوا بها وديجا كيما نقولوا من قبل في رمضان ولا قبل رمضان ديجا درنا لي كوفان درنا كيما نقولوا نروحوا نديروا الديزانفيكتون في بلايص وين كاين البوبليك كاين هادو هما. Donc vous ne vous êtes pas limité uniquement au sport, au لا rugby. باسكو علاش ديجا حبسنا النشاط الرياضي. الوغ ما بغيناش باش نقعدوا في كيما نقولوا درك حبست انا كيما نقولوا مجتمع مدني ما غاديش يحبس حبسنا في سبور سي فري بصح النشاط تاعك ما غاديش تحبس توجور تي اكزيست. الوغ تعاون الناس تعاون كيفاش توجههم كيفاش دير لهم. الوغ هنا هذه هي كيما نقولوا نو دوفوار كيما نقولوا لا سونسيبيليزاسيون فوالا.
Vous, le but de cette action, ça a été la sensibilisation. Voilà, comme ça. C'est pour toucher un petit peu les personnes, voilà. Et les pousser aussi à aller donner le sang. Donner le sang, c'est sauver une vie. Voilà, ما درك الدم سبحان الله العظيم هذه حاجة حيوية، مادة حيوية ما تتقدش ما تنشرها ما والو، واحد يعطيها لك وسيرتو لي بلاكيت. Les plaquettes, oui, effectivement. Alors, on revient au sport. L'occasion, on salue l'établissement الحاسي. سهلوا لنا كل شيء. en même temps تانيك les docteurs وبارك الله فيهم شكرا، وان شاء الله نتمنى من هذا كيما يقول لك من هذا المنبر التلفزيون الجزائري كيما يقول لك نطلب من الناس ان شاء الله يتوافدوا باسكو يسحقوهم الناس يسحقوهم فوالا يسحقوهم الصغار. Effectivement. Voilà. Alors bien sûr, parce que cette action, vous avez été aidé par des associations caritatives. Oui. Avec l'aide. كانوا معنا كيما نقولوا حنا في هذه لاكسيون هذه كانوا معنا دي دوزان دي اسوسياسيون من بينهم دي كلوب سبورتيف ومام دي اسوسياسيون كولتوريل. وي اللي درنا بهذه لاكسيون هذه والحمد لله حنا ما نقولوش كان بالنسبه لنا ناجحه. باسكو علاش الحمد لله لا يمنع اللي قادين عليه باسكو علاش ماشي سهله باش لي بلاكيت باسكو على بالك باللي الناس تخاف. Oui. Parce que ما يعرفوش c'est le manque d'information. d'information voilà. هذه انا من نقول لهم باللي ما كان والو كلشي معقم كلشي مليح كلشي بارك الله فيهم زعما كيما نقولوا غير روحوا قلعوا باسكو يحتاجوه بزاف يحتاجوه فوالا. Très bien. Alors on revient au rugby et voilà. J'ai la balle de rugby, je suis toute contente de l'avoir. نعطيك واحد petite information هذا البالون اللي عندك هذه سيتي لا بريمير بارتي l'Algérie la Tunisie هنا في Ah oui, il y a quelques années quand même. En 2015. La première partie ça veut dire la création de la fédération. On fait en 18 novembre c'était la première ballon qui لعبوا بها contre la Tunisie. Yes, je l'ai. Alhamdulillah. Je l'ai. Voilà, merci beaucoup. Alors depuis quand existe le club rugby Toro Rugby Oran? Le club Toro Rugby ça existe depuis 2017, le 7 mars 2017 voilà. Le 7 mars 2017. Donc, oui, c'était l'équipe, ceux qui ont joué contre la Tunisie, c'était l'Algérie, bien sûr, c'est l'équipe nationale. C'était l'équipe nationale, voilà. Et vous faisiez partie de cette équipe nationale, vous? كنت معهم في الطاقم كما نقولوا الطاقم الفني. Eh bien, puisqu'on parle de rugby, on vous propose, chers amis téléspectateurs, ce sujet sur le sport du rugby. Et on se retrouve juste après. C'est un sport noble. Un jeu qui consiste à porter le ballon au-delà de la ligne de but de l'adversaire et à aplatir au sol pour marquer. Eh bien, c'est le rugby. Sous l'apparente simplicité se cachent quelques paradoxes. Pour avancer, le ballon doit être passé vers l'arrière. Le ballon doit être botté vers l'avant. Mais les coéquipiers du botteur doivent être en arrière du ballon au moment de la frappe. Cette contradiction oblige à fournir un travail d'équipe précis et à respecter une discipline stricte. Un joueur seul ne pouvant apporter que très peu à son équipe. Seul un travail d'équipe peut permettre aux joueurs de déplacer le ballon vers la ligne de but des adversaires et éventuellement de gagner la partie. Le rugby possède ses propres caractéristiques, mais comme beaucoup d'autres sports, il est basé essentiellement sur la création d'espace et l'utilisation de cet espace. Comme tout sport, le rugby a ses propres règles, dont 6 principales. L'essai, qui est l'objectif de chaque action de jeu, est le meilleur moyen de marquer. La touche, qui est une phase de conquête qui a pris une importance considérable avec le développement du jeu au pied. L'en avant, le ballon doit progresser exclusivement vers l'arrière. La mêlée, qui est la phase de combat et de conquête par excellence, intense résumé de tout ce qui fait le rugby. Le hors-jeu, cette règle est la plus compliquée, mais aussi l'une des plus riches du rugby. Elle sanctionne un joueur qui n'a plus le droit de participer à l'action en raison de sa position sur le terrain. L'équipe gagnante sera celle dont les joueurs arriveront à créer des espaces libres et à les utiliser, tout en privant l'équipe adverse de la possession du ballon et de l'espace dans lequel on utilise le ballon.
D'accord. Eh bien, nous, on a continué à discuter sur le rugby puisqu'on est arrivé quand même jusqu'au moment où parler d'une partie de rugby. Alors, elle dure combien de temps une partie de rugby? 80 minutes, ça veut dire que c'est 40 minutes au mi-temps. Oui. Et quart de repos. Non, c'est 10 minutes de repos. D'accord. Ça veut dire que c'est 40 minutes et 40 minutes de mi-temps. Et combien de joueurs sur le stade? Le stade, c'est 15. Et changement, c'est 7. Le changement ça veut dire qu'il manque le remplaçant. Ah, très bien. Et il y a notre, ça veut dire c'est rugby à 7, c'était en Jeux Olympiques qui était fait en Brésil en 2014. C'est à 7 joueurs dans le même stade, mais les mêmes règles, mais c'est pas le même temps. Ça veut dire que c'est 7 minutes au mi-temps, ça veut dire c'est 14 minutes. Oui. Le repos, c'est 5 minutes. Ah d'accord, très bien. Eh bien, il faut dire aussi que les infrastructures justement sportives pour ce sport, pour cette catégorie de sport, on va dire pour cette discipline, il n'y en a pas beaucoup en Algérie. Bien sûr. Alors, et comment vous faites pour... Non, ça veut dire que c'est le même stade que le ballon, mais le traçage du stade, c'est pas pareil. Ah d'accord, c'est le même stade que le football. Ça veut dire que c'est 100 mètres de longueur et 70 mètres largeur, voilà. Ah d'accord, ok, très bien. Alors, et quelle est la différence? Comment il est le traçage? Le traçage de stade, il y a des haches. Oui. Ça veut dire H, ça veut dire... Là où on marque le but. Voilà, non, c'est pas ça. Le but, on fait comme ça. Je peux te faire un geste? Bah oui, le geste, il est comme ça. Attention le micro. Hein. D'accord, il est comme ça. Oui. Dans la terre, c'est la ligne de but. C'était après les haches. Oui. Après les haches, c'est comme ça, les haches ils sont comme ça. Oui. La longueur, c'est 5 mètres. Oui. Alors, ça, c'est... Mais de rien, pas tout cas. Ça veut dire, il s'appelle ici. Ici, ça veut dire que c'est un but. Oui. Et ça coûte 5 points. Et après, il y a un drop. Un drop, le place اللي marqué فيها, je joue directement sur la ligne de 10 mètres. Oui. Ou qu'il y a un drop, il dropها بالرجل تاعه. Ah, d'accord. Directement sur les haches. Très bien. Ça veut dire qu'il faut faire les haches. Tu as 2 points, c'est-à-dire 5 points et 2 points, c'est 7 points. D'accord. Oui, ou les pénalités. Alors, quelles sont ces pénalités? Les pénalités, c'est un coup franc. Il connaît le bout, je sais pas. Donc, c'est à peu près pareil que le football. Il y a les coups francs, il y a... Presque. Mais c'est pas... Il y a les hors-jeux? Il y a le hors-jeu, ça veut dire en rugby, le joueur qui porte le ballon, c'est lui qui est le قدام. Ah d'accord. Ça veut dire qu'on يجي صاحبه son ballon, il يسبقه, il a un hors-jeu. Ah d'accord, c'est le contraire. Le contraire. C'est le contraire du football. Même le passe, le passe c'est comme ça, c'est en arrière. C'est en arrière. Ah le passe c'est comme ça, c'est en arrière. Ça se fait comme non, ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ben, c'est normal. Hein. Attention le micro. Ah d'accord, ok. D'accord, c'est comme ça. Hagda ou hagda. Et elle est feinte, on peut faire comme ça. Feinté. Et voilà. Ah d'accord, très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres clubs, à part le club Toro Oran, de rugby en Algérie? Bien sûr. Il y a combien de clubs? Je parle à Oran. Il y a 15 clubs à Oran. Parce qu'Oran, c'était... Qu'à Oran, il y a 15 clubs? Oui, parce qu'à l'occasion, on salue le président de la Ligue du rugby Oran, c'est Ahmed Saad. نحييه بالمناسبة. هي هنايا كاين 15 كلوب في وهران ووهران سي لو فار دو رugby en Algérie. Comment ça veut dire الفكرة voilà, غادي نعطيك l'idée دروك surtout que les Oranais ils sont très portés football. Voilà. دروك c'est une nouvelle culture en Algérie. Justement, voilà. Ça veut dire ماشي سهلة باش تقدر بلاصتك في الجزائر. باش تقدر بلاصتها malgré c'est un sport noble. Oui. C'est un sport noble. Mais كيما نقولوا دروك l'idée qui jette. Il y a un immigré. هو جا هنايا en 2007. Oui. جا هنايا كان هنايا في وهران بغى يكري ان كلوب ابخي كريا ان كلوب ومن بعد بقات ليدي تتمشى تاع لا كرياسيون تاع الفيدراسيون باسكو حاجه نوبلي با بلي وهران كان بكري حنا ما نحكوش اون افون كاين الرugby في مومون تاع كاين الرugby في وهران. Il y avait le rugby, il y avait le cyclisme, il y avait tous les sports d'ailleurs. Voilà, كاين الرugby. صافي من 72 ما كانش رugby في الجزائر. Ouais. Alors, درك سمو كانت عندنا ليدي انا دو باز شوي ان لوتور. Ah d'accord. De base, je suis un lutteur. Très bien. Voilà. De base, mais vous avez suivi une formation de rugby? De rugby? Oui, bien sûr. Très bien. J'ai formé avec de World Rugby. كانوا يجوا عندنا كيما نقولوا حنا دي فورماتور de World Rugby كيما نقولوا le World Rugby هيئة عالمية للرugby كيما الفيفا.
Ah d'accord, ok, très كيما bien. FIFA on dit World Rugby. Des États-Unis. Non, c'est pas les États-Unis, c'est المقر تاعها في انجليز. Ah d'accord, Parce que l'Angleterre. غادي نعطيك la différence parce que c'est pas un football américain. Alors, quelle est la différence entre le football américain et le rugby? La différence c'est les règles. Parce que les règles de jeu. Voilà, football américain يتلعب غير في امريكان. هذه الحاجه. ولي باس تاعها سي يجو en avant. Même le ballon, c'est différent. Le ballon j'ai oval, c'est vrai. Il n'est pas pareil. Voilà. وجايه بيكي منهم اللي. Ah d'accord. بيكي في الحوايج تاعها. quand même. جايه بيكي هذه جايه شويه عريضه جايه اوفال كيما حبت على البيض. Oval, je sais pas si on peut la voir avec notre réalisatrice. Voilà. Alors voilà, elle n'est pas piquée de ce côté. Le ballon n'est pas piqué de ce côté. Très bien. Très bien. Comme ça. Voilà. Très bien. وجات l'occasion وين بقينا نقراو نتفورما باش باسكو انا ما جانيش صعيب بزاف باسكو دوبي 2007 حنايا نلعبوا ونديروا باش نوصلوا لواحد الاخرى باسكو علاش حنا لو بوت تاعنا شوالا حاجه ما كاينش باش نطوروا هذه اللعبه في الجزائر ايفيكتيفمون باسكو سي سبور نوبل كي نحكي لك عليه باسكو غادي نعطيك ان اكزومبل كي يصرى ان كوفون ولا تصرى حاجه لاربيت سي با ماشي كاع لي جوار يهضروا معاه Ah d'accord. يهضر معاه لو كابيتان ديكيب ويدير يدير موراه وكي تشوفي لا فيزيولوجي نتاع الجوار تاع الركبي جاي خشين. Exactement, ils sont baraqués. جاي خشان. Ils sont baraqués. alors تشوفي يدير هكذا ويحكي بشويه وما يهضرش معاهم الاربيت ما يهضرش معاهم ولي زاربيت تشوفيهم كاع يجيو دي بتي طاي. Eh bien oui, parce que les rugbyman, ils sont très grands de taille. نزيد نعطيك معلومه بان الركبي. Juste la dernière. الركبي يلعبوا فيه من شوفي كاع لي طاي. يلعب فيه من الرقيق للسمين للمويان للعريض كيما نقولوا كاع باسكو علاش كل واحد عندها بوست تاعه وي ما كاش ونزيد نعطيك واحد الحاجه بزاف يشوفوها سي لا ديرنيير باسكو اون اريف على يشوفوها رياضه عنيفه وهي عكس فيها ناقصه بزاف ما فيهاش كاع بريسك لي بليسيو باسكو علاش تو الموند يسون كوستو وكاع حارزين رواحهم. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Donc, eh bien, bonne continuation. J'espère qu'un jour on va assister à un match de rugby. Pourquoi pas? Inch'Allah. Eh bien, on vous propose cette pause musicale avec Cheikh El Ghafour. ميمين وحاودل شد على الميم الثاني فتح الميم الأولى يظهر لك البيان هذا هو عنواني رمعوني في الأصل ما خفا 300 بعد 1000 الرخمة قال لساني زيد 17 سنة بعده شعبان وشهر جماد الثاني هاد القصيدة متسحفة سلامي للشياخ داوي الوهب الرباني ما فاح الورد والزهر خيلي والسوسان مالت بيها الأغصاني الورد كمال مشرفة راجي عفو الكريم سبحان الحي الغاني مول الملك العظيم ربي عظيم الشان يغفر ذنبي سلطاني سبحانه عالم الخفا لا يملي في ليعاتي مصاروك بحالي يا ودرس الغرام والهجرة والزيهان تبكي من اللي مكاني تعرني في الصد والجفا واحد غوزيان واحد غوزيان وجينا له زباني واحد غوزيان Alors, ça va? Bonjour. Manel Zahia Benchouk, ça va? Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Bienvenue, vous venez déjà de Mossaganem. Exactement. Vous êtes accompagné justement de Omar Rahmoun. Bonjour. Ouais, bonjour. Vous nous avez ramené une guitare. Guitare, oui. Vous êtes musicien. Et vous m'aviez caché ça. Hein? Oui. Très bien. Alors, Manel Zahia, vous venez justement de Mossaganem. Exactement. Alors, et vous avez choisi le Qanoun. Oui. Pourquoi?
C'est un très bel instrument qui est répandu un peu partout dans le monde et à vrai dire c'est mon instrument préféré, je le chéris énormément. J'ai commencé à jouer le qanoun et je joue toujours le qanoun à l'association Ibn Baja de Mostaganem. D'ailleurs je salue tous les élèves d'Ibn Baja et le président et directeur artistique de l'association Cheikh Faisal Benkrizi. Et bien sûr vous n'êtes pas uniquement musicienne, puisque vous avez fait des vidéos afin de soutenir nos candidats au bac. Exactement. Alors parlez-nous un petit peu de ces vidéos. Alors j'ai fait des vidéos où j'ai conseillé les bacheliers comment se préparer une semaine avant le bac, comment se préparer la veille du bac. C'est une série de conseils qui m'ont aidé moi personnellement et j'espère qu'ils pourront les aider également. Donc vous avez transmis un petit peu votre expérience à travers ces vidéos. Exactement. On y va voir ça? Oui. On y va? السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. هاد لا فيديو موجهه لصحاب الباك وغادي نهضروا فيها على واش لازم ديروا في هاد لا سيمين التاليه اللي بقات لكم. بون انا فوت الباك هادي عامين على بالي كاع راكم تحسوا الخوف ستريس لا بريسيون غادي تولوا تخيلوا صوالح كاع ما كاش منهم. ما تخلوش عام كامل تاع قرايه يضيع في سيمانه واحده على جال هاد الصوالح. الوغ واش لازم ديروا في هاد الايامات التاليه اللي بقات لكم؟ Premièrement, على بالي قالوها لكم لي بروف، قالوها لكم فو بارون، قالوها لكم فوتر انتوراج، حبسوا ما تقراو. نعاود نقولها لكم حبسوا اريتي. هاد السيمانه التاليه ما غادي تبدل والو، اللي قرا بكري. غادي نقول لكم علاش لازم تحبسوا. باغ اكزومبل جيتو تحلوا اكزرسيس تاع مات وهذاك الاكزرسيس ما عرفتوش تحلوه، سبحان الله حصلتوا فيه. هنايا غادي تشكوا في روحكم، غادي تقولوا نهار الباك ما غاديش نعرف نحل، غادي تقولوا في المات ما غاديش ندي اون بون نوت وما غاديش ندي الباك. هنايا هكا يبدا ستريس. فهموا مليح بلي السيمانه التاليه ما لازمش تقراو فيها، السيمانه التاليه لازم تريحوا راسكم وتوجدوا روحكم مورالمون للباك. الحاجه الزوجه كي تكملوا هاد لا فيديو روحوا قبضوا ورقه كتبوا فيها كامل واش خاصكم من نهار الباك، لي ستيلو، لاكوم، الكريون، المبره، كامل حاجه يطيقوا تسحقوها نهار الباك وما تروحوش تشرو لا في باسكو لا في غادي تصيبوا غاشي بزاف وزالي انكور ستريسي باسكو بالك ما تصيبوش الصوالح اللي تكونوا تحوسوا بهم. تما روحوا شرو غدوه ولا نهار. المهم يامات قبل الباك باش فريمون تريحوا راسكم وتعرفوا بلي كلشي راه واجد، ما بقالكم غير تروحوا تفوتوا الباك. الحاجه الثالثه ديزاكتيفيو لي كونت تاعكم. الا عندك فيسبوك ديزاكتيفي، عندك انستا ديزاكتيفي، الموديم طفيه. اريتي لي ريزو سوسيو. علاش؟ باسكو لا في تاع الباك هاد الصوالح كل عام يصراو. غادي ينحط سوجي ما عنده حتى اساس، ماشي داك هو السوجي تاع الباك، حتى غادي يبداو لي سوجي ينحطوا في لي جروب في لي باج، سا فا فو ديستابيليزي، فو زالي ستريسي، غادي تكونوا سو بريسيون، تقولوا بالك هذاك السوجي كيفاش انا قريت ومنا ويجي واحد يصيبه واجد. Vous allez être sous pression ou ça va vous perturber في الباطل. alors désactivez les réseaux sociaux. ريحوا راسكم من كل شيء، من قرايه، من حاجه سموها باك. ريحوا راسكم. الحاجه الرابعه ما تاكلوش برا. النهار اللي تكملوا الباك النهار التالي خرجوا كلوا برا وشبعوا، بصح ne prenez pas le risque de tomber malade يامات قبل الباك. تمرض الباك راح. وكي نقول لكم ما تاكلوش برا معناتها ما تبعدوش تاني، ماشي باسكو عندك فاميلتك في وهران ولا في الجزائر تروح تشوفها باش تبدل الجو. قعد غير في دارك وبدل الجو، ريح راسك غير في دارك ما تبعدش. الحاجه الخامسه تيقوا في روحكم. بنادم قرا وتعب سي تري تري امبورطون يكون عندك كونفيونس في روحها. ما تبقاوش تخدموا في صوالح كاع ما كاش منهم. ما غاديش تفهم السوجي غادي تفهم السوجي باسكو سي دي كيستيون ديجا فاتو عليك. ما غاديش يقدك الوقت غادي يقدك الوقت، او كونترير غادي تكمل الافونس، غادي تشوفوا كامل اللي يقرا وتاكل على روحه وتعب غادي يكمل او موان مينيموم يكمل اون دوميير افونس. مالا قلعوا كاع هاد لي زيدي نيجاتيف اللي في راسكم. دروك يفو فو بريباري بسيشيكمون، قلعوا كامل ستريس، قلعوا كامل لا بريسيون، كونوا بفوتر ميور فورم باش نهار الباك كلشي يجيكم ساهل وما يبقاوش هاد الصوالح ياثروا عليكم. نعاود نقولها لكم، بنادم تعب وليالي هو طايح نايض يدي الباك ويدي اون تري بون موين. ايي كونفيونس ان فو. فوالا ما غاديش نطول عليكم، جيسبر كي غادي تكملوا هاد لا فيديو غادي تطفوا الموديم وتحبسوا كامل لي ريزو سوسيو. N'hésitez pas à partager cette vidéo إلا فاتتكم بالك بدك تفيد vos amis اللي تاني عندهم الباك. نتمنى لكم دو تو كور ان شاء الله تدوا الباك وربي ينجحكم ان شاء الله. نو ستريسي با، اي كونفيونس ان فو. نقولها لكم ونعاودها لكم، لا كونفيونس سي تري 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 امبورطون. ربي يهنيكم وربي ينجحكم وان شاء الله كامل تدوا الباك. اوفوار، سلام. ان شاء الله كامل تدوا الباك، سي بون. Alors Omar Rahmoun, vous êtes créateur de contenu. Alors qu'est-ce que créateur de contenu? Je pense que créateur de contenu, c'est surtout une personne qui partage sa passion avec d'autres gens.
Par exemple, donc il y a du contenu qui le partage. Voilà, donc par exemple un athlète, il va faire des vidéos pour montrer aux gens comment s'entraîner, avec des exercices faciles par exemple. Un artiste qui va faire ses dessins, qui va faire profiter sa communauté de ses dessins, qui va les aider à réaliser ses dessins. Peut-être que des chanteurs vont faire des covers. Enfin, une personne qui partage vraiment sa passion. C'est pour ça que vous avez partagé une vidéo, on va dire, de soutien aux lycéennes et lycéens. Oui. On y va la voir? Oui, bien sûr. On y va. بشير وحسام يفوتوا اكزامان في رحبه وراهم يراجعوا. بشير جاي بوزيتيف وحسام جاي نيجاتيف. راه باقي لهم 10 دقائق على الاكزامان وبشير بدا يراجع واحد الدرس اللي ما كان قادب فيه والو وراه يقرا سورتو واحد الباراغراف صغير راه يبان له غادي يطيح. جا عند حسام قال له سي با لا بين تقرا ما هاديش نخدمو راك غير تشكل. هما مازال كاع ما فوتوش راه يهضر له هاد الهضره. بشير قال له مالك نيجاتيف هاكا. حسام شادار جاوبه بالجواب اللي يقولوه كاع الناس نيجاتيف مين تقولهم على راكم نيجاتيف واللي هو راني واقعي ماشي سلبي، راني رياليست ماشي نيجاتيف. الا تعرفوا بلي الرياليست عندها بلاصتها، انك تكون واقعي سافو با دير بلي انت نيجاتيف، بصح لو كان نديروا على كاع الناس السلبيين في هذه الكره الارضيه يقولوا لك حنا ماشي سلبيين حنا واقعيين. المهم بشير قال سي بون حسام عنده توجور الحق، مالا حبس المراجعه وقعدوا يهضروا حتى اللي بدا الاكزامان. ايش طاح لهم السوجي في ميسكم؟ واه طاح لهم هذاك الباراغراف اللي كان يقرا فيه بشير قبل ما يجي حسام. نخلي لكم لا سويت. Eh bien voilà, le négatif et le positif avant d'aller sur les bancs des examens. Ouais. Donc on revient vers Menel Zahia qui, elle, nous a ramené, on va dire, un instrument noble. Alors parlez-nous un petit peu de votre tendance vers ce beau instrument. Voilà, c'est un très très bel instrument. Oui, plutôt. On peut jouer différents styles avec cet instrument. C'est un instrument qui n'est pas limité. Et voilà. Vous avez commencé à vous intéresser au qanoun à quel âge? Il y a à peu près 3 ans et demi. Voilà. Avant, je jouais de la kwetra. C'est aussi un instrument que je chéris énormément. Et avant, c'était de la mandoline. Alors, vous nous proposez un petit morceau? Oui, au fait, ce morceau, c'est en hommage à mon premier professeur de musique, Cheikh Ben Ali Wassid Ahmed Allah Yahmou. Je vais jouer un stirbal sika et le premier nqlab sika que j'ai appris, le Qadalladi Sabani. On y va? Voilà, oui. Magnifique, merci beaucoup. Alors, quels sont les sujets abordés généralement, que vous abordez lors de vos vidéos, afin de transmettre, on va dire, ce contenu que vous avez? Je parle surtout de l'autodiscipline. Okay, le concept de l'autodiscipline diffère du concept de la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation, c'est quelque chose qui vient, qui part. Donc, quand on ne se sent pas bien, on n'est pas motivé. Donc, généralement, on ne fait pas beaucoup de choses. Oui, effectivement. Et donc, moi, je me base surtout sur l'autodiscipline. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire mes choses, même si je n'ai pas vraiment le moral. Et il y a une citation qui dit que c'est l'action qui crée l'émotion. Et parfois, les gens attendent l'émotion, attendent de se sentir bien pour aller faire l'action qui leur est donnée.
Et moi, je pratique voilà, tout le contraire. Je fais l'action et c'est ce qui me procure une émotion qui est une montée d'adrénaline qui va me pousser à faire encore plus. Oui. Voilà, donc c'est le sujet que j'aborde dans mes vidéos. Très bien. Et vous avez aussi d'autres tendances, votre amour pour les plantes, mais on en discutera ça dans d'autres directs. Alors merci les jeunes d'avoir accepté notre invitation et de faire cette apparition avec moi et nous accompagner en musique. Merci Manel Zahia, ce fut un plaisir. Un dernier mot? Oui, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, par excellence mes parents et évidemment mes enseignants, Chirfé Salbankrizi. Je salue l'association Ibn Beja et encore une fois toutes les personnes qui me soutiennent. Voilà. Vous allez l'accompagner en guitare? Vous voulez que je chante un petit truc? Ben, je sais pas, c'est comme vous voulez. Vous nous avez ramené la guitare. Oui. Alors juste la musique, pas chanter. D'accord, mais là, une prochaine fois peut-être, parce que la guitare... Je vais vous le dire, la guitare... Très bien, donc on va se quitter en musique parce que là, on arrive à la fin de notre direct. Et bien, comme toute chose qui a une fin, eh bien, c'est une belle fin aujourd'hui mais ce n'est que temporaire puisqu'on va se retrouver, nous, le lundi, Inch'Allah. Eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Eh bien, on ne donne que des conseils pour nos lycéennes et lycéens. Alors, essayez... Alors, commencez la musique. Hein. Très bien. Alors... à nos candidats justement, alors prenez le temps de bien lire votre sujet, restez concentrés et appliquez-vous dans vos réponses et la réussite sera au rendez-vous, Inch'Allah. Merci d'être fidèles à Bonjour d'Algérie, à Canal Algérie. Passez une très bonne et joyeuse journée. Au revoir.